Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, François-Noël Buffet, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Laurent Lafont, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je suis évidemment honorée d'être devant vous aujourd'hui pour cette audition, pour la première fois devant le Parlement, en ma qualité de ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais j'aurais bien entendu aimé que cela puisse se produire dans des circonstances plus positives. Ma démarche, notre démarche avec le ministre de l'Intérieur, c'est évidemment une démarche de transparence la plus complète possible devant vous. Et je répondrai donc le plus précisément aux questions que vous jugerez utile de me poser à la suite de cet exposé. Je voudrais peut-être, dans ce propos liminaire, commencer par réexprimer nos regrets pour les personnes dont la soirée a été gâchée samedi soir et pour ces 2700 supporters de Liverpool qui, alors qu'ils avaient validement acheté leur ticket, ont été privés de ce beau match. Je vous l'ai dit, je m'inscris devant vous dans une démarche avec le ministre de l'Intérieur de totale transparence, mais aussi de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, dès lundi matin, à 11 h, j'ai vraiment souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes pour essayer de travailler à l'analyse des incidents, établir les responsabilités de chacun et puis tirer les enseignements qui s'imposent. L'UEFA, en tant qu'organisateur de cette compétition, la Fédération française de football, qui avait certains pans de responsabilité en délégation de l'UEFA, dont je rappelle qu'il maîtrisait l'organisation de cet événement, les gestionnaires de l'enceinte, le consortium Stade de France, et puis du côté de l'État, la préfecture de police, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la DNLH dont nous avons parlé, et puis la mairie de Saint-Denis en tant que représentant de la collectivité hôte du match. Je voudrais vous dire finalement peut-être les trois principaux éléments que je retiens de cette réunion de retour d'expérience, d'analyse. Le premier point, c'est d'abord la convergence de vues et d'interprétation sur ce qui s'est passé. Certes, nous avions tous des points d'observation différents, complémentaires, mais on s'est vraiment assuré pendant ces 2 heures de travail intense que rien n'était incohérent. Et j'y reviendrai. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'il y a, comme souvent dans pareilles affaires, une forme de conjonction de circonstances, de faits. J'ai envie de reprendre les mots du Stade de France, quelque chose qui a entraîné un processus dynamique et exponentiel, chaque pas franchi amplifiant les difficultés rencontrées de manière croissante. Puis le troisième élément que je retiens, c'est quand même cette cause racine de cette proportion extrêmement élevée de faux billets, proportion peut-être inédite et difficilement anticipable. Je voudrais à cet égard, et avant d'y revenir un petit peu plus longuement, rementionner 2 points qui, dans l'exposé du ministre de l'Intérieur, me semblent très importants. D'abord, dans cette note, que moi non plus je n'avais pas eue en amont, que le ministre de l'Intérieur m'a partagée de la DNLH, il est bien dit qu'environ 50 000 supporters anglais seraient présents dans la capitale, sans être détenteurs de billets. Et ensuite, il est précisé, finalement, 3 formes de difficultés à adresser. La première, il est écrit « Certains d'entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade. D'autres tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive, en utilisant par exemple des uniformes de stewards, de personnel de l'UEFA, de personnels médicaux ou d'agents de nettoyage. » Nous notons que ce deuxième volet, nous ne l'avons pas constaté. Et puis en troisième, la DNLH identifiait le risque que plusieurs centaines de supporters anglais tentent de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès. Vous voyez bien que dans ces termes, la proportion très forte de faux billets n'était pas qualifiée. Parmi ces 50 000, nous n'étions pas alertés sur le fait que le volume de ces faux billets pourrait être aussi élevé. Un autre élément que je voudrais mentionner, c'est le fait que
le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, organisé en 3 mois, mais aussi ne connaître que le 4 mai l'identité des finalistes, dont le club de Liverpool, avec la spécificité très forte de ses supporters, de leur technique, etc. Donc le temps d'adaptation à leur technique, à leur façon de faire, peut-être aux risques spécifiques qu'ils présentent, ces supporters, ce temps nous a été malheureusement très compté. Alors, le ministre de l'Intérieur a été formidablement exhaustif dans son exposé. Je ne vais donc pas du tout revenir sur tous ces éléments. Il y en a juste un sur lequel vous me permettrez de revenir parce qu'il est pour moi absolument capital. Dans tout ce que j'entends ces dernières heures, ces derniers jours, sur cette affaire, j'ai le sentiment qu'il y a la perception d'une incohérence entre ces 30 à 40 000 supporters sans billets ou avec de faux billets et les 2800 faux billets scannés aux ultimes portes de contrôle rapportées par l'UEFA. Alors, on a vraiment essayé de décortiquer, au mieux de l'information qui est à date en notre possession, de décortiquer cette arithmétique, de comprendre. Alors, les 2 enquêtes, celle auprès du parquet de Bobigny, celle approfondie de l'UEFA sur la billetterie, nous donneront évidemment des éléments un petit peu plus précis. Mais je voudrais partager ce qui, pour moi, n'est pas une incohérence, mais au contraire, une cohérence. D'abord, et c'est le premier point, j'aurai 7 points dans ce passage. Le premier point, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, nos 35 000, nos 30 à 40 000 plus exactement, nous avons bien dit que c'était soit des personnes sans billets, soit des personnes avec de faux billets. La proportion de l'un et de l'autre n'étant pas claire, étant difficile à établir, peut-être que les enquêtes nous donneront un petit peu plus de visibilité sur ça, mais elles seront probablement difficiles à établir jusqu'au bout. Ce qu'on sait, c'est que ces supporters sans billets, cette première des 2 masses, ils ont été tenus largement à l'écart de la première zone de filtrage. Et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, les données de trafic dans les transports en commun montrent bien qu'il y a eu un volume retour très très fort, avant même la fin du match, de ces supporters. Donc ayons en tête que ce premier ensemble de 100 billets était vraisemblablement important avec ce flux et ce premier élément de filtre. Le deuxième point, c'est que la première zone de filtrage, elle a rempli son objectif de repousser un certain nombre de détenteurs, cette fois de faux billets, grâce aux stylos chimiques qui ont été évoqués tout à l'heure. Et là, l'ensemble des témoignages que nous avons reçus sont concordants des agents de sécurité et qui remontent une proportion entre 55 et 70% de faux billets à cette première zone de filtrage. Là, je vais vous rapporter une anecdote qui m'a été contée. C'est qu'au début, l'UEFA ne croyait pas à ces statistiques. Alertés par les stadiers qui étaient eux-mêmes surpris de cette proportion de faux billets, ils se sont demandé si ce n'étaient pas les stylos chimiques qui étaient défectueux. Et ils sont venus en rapporter aux stadiers. Le troisième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une zone de premier filtrage uniquement aux portes X, Y et Z qui a été relâchée. Ce qui signifie que aux autres portes, cela a continué d'agir comme un barrage, comme un filtrage. Et d'ailleurs, des données qui ont été partagées par la Fédération française de football montrent qu'il y a même 33% de ces faux billets détectés qui relèvent d'autres portes que X, Y et Z. Ceci nous montre bien que cette première zone de filtrage, elle a continué à fonctionner tout au long de la période de contrôle sur une partie significative. Et rappelons-nous, la main courante l'établit, la zone de filtrage sur X, Y et Z, elle n'a été relâchée que de 19h39 à 19h54,
avant ensuite d'être rétablis jusqu'à ce que, vers 21h, les stadiers quittent progressivement leur poste. Le quatrième point, c'est que quand on passe cette première zone de filtrage, et le fait que, du coup, les forces de sécurité étaient positionnées côté X, Y et Z sur le parvis, eh bien, elles ont pu, à leur tour, écarter un certain nombre d'individus qui, d'évidence, ne détenaient pas de titre valide pour accéder dans l'enceinte du stade. Le cinquième point, c'est que lorsque vous arrivez devant les tripodes, les agents de sécurité sont à nouveau à un barriérage où ils vérifient de nouveau les billets de manière visuelle, ce qui leur permet d'écarter les fraudes les plus évidentes, et ils vérifient l'exactitude de la porte d'entrée. C'est donc au total ces 5 étapes, quand on arrive à l'entonnoir de ces fameux tripodes, où les 2800 environ billets scannés irréguliers ont été repérés, qui est le 6e point. Et puis, nous avons un 7e et dernier point, puisque le Stade de France établit que malgré ces 6 étapes progressives, il y avait quelques centaines de spectateurs sans billets ou sans billets valides qui avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade. Tout ceci pour vous montrer que cette dispersion des flux, ces étapes successives de l'entonnoir, établissent en réalité une cohérence forte entre les 30 à 40 000 que nous évoquons au début et ce chiffre donné au tripode par les données de contrôle d'Orange à l'UEFA. Il me semblait vraiment utile de revenir là-dessus parce que je crois que c'est un élément qui fait perdre de la confiance dans l'analyse que nous vous restituons des faits, alors même, je le rappelle, qu'il y a cette très grande convergence d'analyse, de vues et d'interprétation entre l'ensemble des parties prenantes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'inscris dans une démarche de responsabilité tournée vers l'avenir. Je voudrais donc revenir sur les 4 décisions majeures que nous avons décidé de prendre à l'issue de cette réunion que j'ai animée hier matin. La première, c'est que nous nous sommes dit que la première chose que nous devions faire était de réclamer une indemnisation, une compensation pour les 2700 supporters de Liverpool qui n'ont pas pu, alors même qu'ils avaient un billet valide, assister à ce match. Et nous avons demandé à l'UEFA de pouvoir les compenser rapidement de manière individualisée. Le deuxième élément, c'est que nous avons demandé à l'UEFA, et on se satisfait que dès lundi soir, elle ait annoncé qu'elle le ferait, une enquête très approfondie sur l'ensemble des failles constatées, et notamment sur ce point très sensible de la billetterie, où notre enjeu est de comprendre comment cette fraude a pu être possible dans de tels volumes, avec quelle mécanique et quelle complicité. Le troisième élément, c'est j'ai demandé au préfet Cadeau, qui est le délégué interministériel à la gestion des événements sportifs, de rassembler de la manière la plus exhaustive possible l'ensemble des analyses partagées par toutes les parties prenantes dans un rapport qui sera public et qui vous sera transmis, messieurs les présidents. La quatrième décision, c'est avec Gérald Darmanin, nous avons convenu de notre volonté commune de renforcer ce pilotage des grands événements, en particulier pour les rencontres à risque. Les échanges des derniers jours permettent déjà de comprendre que nous allons devoir nous améliorer sur au moins 5 dimensions. La première, c'est la gestion des flux, d'abord au sortir des transports publics, et peut-être a fortiori dans des situations de grève un peu compliquées à anticiper, à calibrer, avec une capacité renouvelée de gérer des plans de secours, des itinéraires de délestage, d'avoir des scénarios de repli bien coordonnés entre l'ensemble des acteurs et susceptibles d'être activés avec de l'agilité. Je précise à cet égard que sur cette gestion des flux,
Nous devrons améliorer des dispositifs au Stade de France de barriérage qui devront être mieux adaptés à la pression des spectateurs. Nous devrons travailler sur l'optimisation de la gestion de cette zone de premier filtrage avec des aménagements matériels, des moyens humains bien recalibrés, une juste répartition des responsabilités entre les agents de sécurité privés et les forces de sécurité et la volonté de bien optimiser le positionnement de chacun. Et puis la gestion du dernier kilomètre nous amènera probablement aussi à faire des choix politiques et stratégiques, peut-être de piétonisation de certaines voies d'accès pour écarter les risques qui ont été remarqués samedi soir de croisement de flux antagonistes entre des piétons et des véhicules, créant une dangerosité particulière. Le deuxième enjeu sur lequel nous devons nous améliorer, c'est la communication, la signalétique, avec une information bien meilleure à donner notamment aux voyageurs et tout particulièrement aux supporters dans les transports en commun, tant parisiens qu'aux abords du stade. Le troisième enjeu, c'est celui de la sécurité, en s'interrogeant évidemment sur les conséquences concrètes pour les forces de l'ordre du contrôle d'un dispositif parfois très vaste, avec de vastes plans de circulation, dans des circonstances parfois à risque, et avec cet enjeu majeur de la qualité de la coordination entre nos forces de sécurité intérieure et les agents de sécurité privés, mais aussi, j'insiste là-dessus, avec une attention particulière précisément sur cette filière des agents de sécurité privés, dont nous savons que ce sont des métiers en tension, qui exigent une bonne qualité de formation et qui seront cruciaux pour la gestion de nos prochains grands événements. Le quatrième enjeu, au regard des faits de délinquance constatés, nous savons que nous devrons veiller à une meilleure intégration, à une meilleure anticipation des dispositifs de lutte contre la délinquance au sein des services d'ordre pour assurer, garantir la sécurisation générale de nos grands événements. Et puis le cinquième et dernier enjeu, c'est celui de la billetterie, avec la nécessité d'abord d'une utilisation plus systématique de la billetterie électronique, tout en l'accompagnant des travaux nécessaires sur la blockchain qui permettront de fiabiliser l'ensemble, mais aussi une attention particulière au risque de cybersécurité. Le deuxième point sur ce registre de la billetterie, c'est d'améliorer nos techniques de prévention de la fraude. On le voit, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à ce qu'a connu la France samedi soir, et en la matière, peut-être qu'une coopération européenne, internationale, dans le monde du football et peut-être un petit peu au-delà sera nécessaire en matière de renseignement. Je vous partage ces pistes de travail, ces premiers enseignements sur lesquels le préfet Cadot dans son rapport reviendra, mais je voudrais peut-être vous livrer encore 2 ou 3 messages. Le premier d'entre eux, c'est qu'il ne faut jamais oublier que notre pays, compris dans le passé récent, a cette longue tradition fructueuse de réception des grands événements. Je voudrais le rappeler, la Ryder Cup, en 2018, avait réuni 270 000 spectateurs de 90 nationalités différentes. Championnat de hand masculin en 2017, 540 000 personnes. Celui féminin, le championnat d'Europe de hand, tenu sur notre sol sans difficulté. La Coupe du monde féminine de 2019, 1,2 million de spectateurs. Roland Garros en ce moment avec ses 40 000 spectateurs quotidiens. Au-delà de ce savoir-faire, encore confirmé, le ministre de l'Intérieur l'a dit avec la finale de la Coupe de France, il y a une qualité de gouvernance et de mobilisation que je veux souligner avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, la DIJOP pour les Jeux Olympiques, le rôle de l'instance de coordination nationale pour la sécurité des Jeux et de la Coupe du Monde 2023 avec le préfet Ziad Khoury, et l'ensemble de ces personnes extraordinairement mobilisées pour travailler sur toutes les activités de sécurité et de sûreté qui concourront à la bonne organisation de nos événements. En conclusion, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on ira au bout de toutes les conclusions sur ces incidents, au bout de toutes les leçons qu'il nous appartient en responsabilité d'en tirer. Je considère, moi, peut-être c'est la sportive qui parle, que ces événements dont on veut qu'ils ne se reproduisent jamais nous pousseront à progresser, à nous remettre en question là où c'est nécessaire et à réunir toutes les conditions de façon irréprochable pour faire de nos grands événements des succès sportifs, mais aussi les fêtes populaires que les Français sont en droit d'attendre. Mais pensez-vous aussi aux Britanniques, je veux leur redire tous mes regrets pour ceux d'entre eux privés de ce match,
mais aussi les appeler à une certaine compréhension des difficultés que nous avons rencontrées, puisque lorsqu'on regarde en détail le rapport fait par la baronne Louise Cazet sur les événements de la finale de l'Euro en juillet 21 entre l'Italie et l'Angleterre, les choses ont été très difficiles également. Elle parle d'un échec collectif à anticiper les risques, de 17 brèches dans le dispositif de sécurité, d'une période de confusion allant d'1h30 avant le coup d'envoi jusqu'au tir au but, de concentration de foule, de chute de barrières. Elle évoque des attaques contre les policiers et les stewards qui ont été d'une violence sans précédent, selon les organisateurs. Souvenons de tout ça. Alors, j'ai bien entendu été pour ma part sensible à l'appel du club de Liverpool. Moi, je veux leur dire que tout ce que nous regrettons dans ce trafic dont on a besoin absolument de comprendre, dans cette désorganisation peut-être qui a tranché avec l'encadrement avec lequel le Real Madrid a accompagné ses supporters, tout ça ne retire évidemment rien au fait que ce club de Liverpool est un grand club avec un grand coach et de grands joueurs. Enfin, soyez vraiment persuadés de notre mobilisation la plus complète, la plus totale, pour faire du match France-Danemark de vendredi soir une bien meilleure expérience pour nous tous. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. Je voudrais indiquer